On va aller droit au but. Il s'agit d'une discussion entre experts. Vous avez remarqué dans le format de ces assises qu'il est peut-être différent des formats des autres assises auxquelles vous avez pu participer. Ce n'est pas nécessairement un événement de networking, c'est un événement où we do the homework, comme disent les anglo-saxons. On se met entre experts, on discute, on fait un constat, on fait un diagnostic. À partir de là, on dégage des perspectives, on fait un rapport qui est mis à la disposition de tout le monde. Voilà. Donc, merci encore d'être là parmi nous. Merci encore de venir partager vos expériences et votre expertise avec nous. Donc, ces slides sont faits juste pour poser et camper le débat. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est juste des indicateurs qu'on va partager avec vous pour poser le cadre qui vont servir de base à nos discussions. Normalement, quand on considère les acteurs qui interviennent dans le numérique, ils interagissent dans ce qu'on appelle un écosystème réglementé. Ce n'est pas forcément systématiquement le juridique, etc. Donc là, vous avez de manière non exhaustive comment c'est constitué. Il y a un premier groupe que l'on appelle les constructeurs et les équipementiers. Ces constructeurs peuvent construire donc du matériel, réseau, télécom, ordinateur, etc. Comme ça peut être des éditeurs de logiciels. Donc le hard et le soft. Ils mettent à disposition tout ce qu'ils conçoivent et construisent à la disposition d'un autre écosystème d'intermédiaires. Généralement, on retrouve des data centers, on retrouve des grossistes, on retrouve des revendeurs, des opérateurs, des centres de formation, des SS2I spécialisés, des cabinets conseils, des plateformes de partage, des installateurs, etc. Et de manière transverse, il y a un autre groupe qu'on appelle les facilitateurs. Par exemple, IAI, l'UOB, normalement, ce sont des facilitateurs. Parce que c'est eux qui nous emmènent de la réflexion, ils peuvent accompagner la plupart des intermédiaires qui sont là. Okay. Parmi ces facilitateurs, il peut y avoir des bailleurs de fonds, il peut y avoir des écoles supérieures, il peut y avoir les agences de régulation, etc. Et tout ça, tout ce qu'on fait, le delivery est prévu pour des utilisateurs. Nous, on les appelle utilisateurs parce que pour nous, tout ça, c'est pareil. Que ce soit des entreprises, TPE, PME, etc., les services publics, les ONG, les particuliers et les représentations diplomatiques. Donc déjà, on a constaté qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, dans plusieurs pays, cet écosystème n'est pas réglementé. Pourquoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, un grossiste peut être installateur, peut faire ça, peut être centre de formation, peut faire ça, peut faire revendeur. En fait, il fait tout. Dans d'autres pays, c'est quasiment impossible. Donc, on s'est dit, économiquement, on perd beaucoup d'argent. Parce que dans d'autres pays, cette réglementation fait un découpage dans tout ce qui est agrément. Donc, ça optimise tout ce qui est recettes fiscales. Ça favorise la baisse du chômage, parce que c'est réglementé. Quand les jeunes ou les formés sortent, c'est suffisamment clair. C'est pas « je suis informaticien » et tu ne sais pas là où il faut aller. Tu ne sais pas parce que quand tu arrives, on te balance dans un océan et tu ne sais pas. Voilà un peu l'impact et les avantages quand un écosystème numérique est réglementé et on voit bien les incidences sur la gouvernance, l'économie et le social. Déjà, au niveau de la gouvernance, ça donne de la visibilité à l'exécutif. Pourquoi? Parce que ça leur permet de renforcer leur vision.
Ça leur permet de voir que, ah, attention, ici, il n'y a pas d'hébergeur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mettre à disposition? Ça permet d'avoir des niveaux de perception sur la société. Ça permet aussi l'orientation des décisions. Donc, c'est-à-dire que quand on veut lancer des études, ça permet d'avoir des statistiques en amont sur les secteurs qui sont, enfin, sur les acteurs qui sont défavorisés. Ensuite, ça permet de gérer et d'accompagner une évolutivité de manière cohérente. Donc, de vraiment accompagner la croissance sectorielle. Donc, moi, là je dis bien moi, je n'arrive pas à comprendre comment le numérique va accompagner d'autres secteurs si lui-même, ces acteurs ne sont pas réglementés. Ça, c'est le premier point. Au niveau d'impact économique, on voit bien, ça c'est clair, c'est un impact sur la croissance, sur la compétitivité, sur les recettes fiscales. Et au niveau de la société, ça a un impact sur l'éducation, les services publics, une meilleure accessibilité, la baisse du chômage, des meilleures infrastructures, parce qu'on se comprend, on se challenge, etc. Voilà à quoi ressemble un écosystème non réglementé. Et même là, on est resté très gentil. Parce qu'en principe, il y a des moments où les grossistes sont même ici. Mais bon, voilà. Vous voyez déjà que là, quelqu'un qui sort de IAI ou bien de n'importe quelle école, il va où? Il va où? Puisque ce n'est pas réglementé. Et là, donc, on vous présente un peu les... Quand ce n'est pas réglementé, donc c'est clair, il n'y a aucune visibilité. À ça, j'insiste sur ça, il n'y a aucune visibilité. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des difficultés à cadrer les expressions de besoin. Parce qu'on a constaté que dans beaucoup de pays, ce n'est pas trop les projets, etc. Non, c'est que parfois même pour faire le cahier des charges, on a des difficultés. Donc déjà, ce problème de visibilité est très important. On a des difficultés à suivre et à appliquer la vision. On a une croissance très lente, on a une compétitivité inadéquate. J'insiste sur ce point parce que je ne vois pas comment un investisseur va arriver dans un pays, même s'il est du numérique, et qu'il ne peut pas être sûr qu'il va être le seul hébergeur. Si tout le monde a le droit d'être hébergeur, etc. Et d'un point de vue social, donc on a dit qu'il n'y a pas de débouché défini pour l'éducation, le service public, tout ça, ce n'est pas optimal. On va essayer d'illustrer tout ça. Je prends le cas de la France. Pas parce que nous sommes en France, mais bon, c'est le plus représentatif qu'on a pu retrouver. Ils ont un code qu'on appelle le code APE, d'activité principale exercée. D'autres l'appellent nomenclature des activités françaises. Voilà. Qui est découpé en sections, divisions, groupes, classes, non. D'après ce qu'ils disent que c'est pour des raisons statistiques, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est pour de l'optimisation fiscale. Parce qu'une activité, c'est un agrément. Là, on voit, par exemple, il y a, allez, 3, 6, il y a 6 sociétés. Non, il y a 6 activités représentées par des codes. Et c'est clair, une société qui fait conseil en système et logiciels informatiques n'a rien à voir avec une société qui fait de la maintenance, qui n'a rien à voir avec une société qui fait de la gestion d'installation. Donc ça rejoint un peu le point de réglementation. C'est vrai, il y a le juridique, mais il faut qu'on pense aussi déjà à organiser ça. Et après, il y a des sociétés qui peuvent avoir 2 activités. Pas de problème, mais au moins que ça soit déclaré et qu'elles payent. Et qu'elles payent, qu'elles se déclarent, etc. Voilà, donc avec le code et le domaine et l'activité associée, l'entreprise est identifiable, ça aide l'économie numérique, ça permet de l'évaluer, de voir